Chapitre 22. Le sermon. À 5 heures de l'après-midi, la cloche électrique retentit dans les couloirs. Une longue sonnerie attonne. Wolf bondit de sa couchette en se cognant le côté de la tête au montant métallique, suffisamment fort pour réveiller Jack en sursaut qui sommeillait. La cloche cessa de hurler environ au bout de 15 secondes. Wolf continua. Il se réfugia en chancelant dans un coin, les mains plaquées contre son crâne. « Mauvais endroit, Jack !» braillait-il. « Mauvais endroit, ici et maintenant. Me faut sortir d'ici, ici et maintenant. » Coup dans le mur. « Tais-toi, l'idiot !» De l'autre côté, un rire chevalin, hennissant, strident. « Vos âmes prennent un peu le soleil maintenant, les gars. Et d'après ce que dit le gros, ça doit être bon. » Presque pareil à des cris d'horreur, les hennissements et les gloussements reprirent de plus belle. « Mauvais, Jack! Wolf! Jason! Mauvais! Mauvais !» Des portes s'ouvraient du haut en bas du corridor. Jack percevait le martèlement de nombreux pieds chaussés des croquenots du foyer du soleil. Il descendit de la couchette du dessus, se forçant à bouger. Il se sentait en porte-à-faux avec la réalité, ni réveillé, ni non plus vraiment endormi. Traverser le minuscule local en direction de Wolf équivalait à se déplacer dans du sirop. À présent, Jack se sentait fatigué. Très fatigué. « Wolf, dit-il. Wolf, arrête !»« Peux pas, Jackie !» Wolf sanglotait. Il gardait toujours ses bras autour de sa tête, comme pour l'empêcher d'exploser. « Il le faut, Wolf. Nous devons sortir dans le couloir. »« Peux pas, Jackie !» sanglotait Wolf. « C'est un mauvais endroit. Mauvaise odeur. » Dans le couloir, quelqu'un, Jack crut reconnaître Ekbast, cria « Un confesse ! Un confesse !» Cela ressemblait à quelque étrange slogan de football. Si nous devons sortir d'ici sains et saufs, il nous faut rester calmes. « Peux pas, Jackie. Peux pas rester calme. Mauvais !» Leur porte allait s'ouvrir d'une minute à l'autre, et Bast ou Sonny Singer ferait son apparition. Peut-être les deux. Ils n'étaient pas prêts pour la confession, quoi que cela signifiât, et bien que les nouvelles recrues du foyer du soleil aient droit à un certain nombre de bêtises pendant leur période d'orientation, Jack pensait que leurs chances d'évasion augmenteraient s'ils se fondaient de leur mieux dans la masse, et le plus tôt possible. Avec Wolf, cela n'allait pas être chose facile. « Seigneur, je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans, bonhomme, » se dit Jack. « Mais la situation est ce qu'elle est. Et si nous n'arrivons pas à prendre le dessus, elle s'en chargera. Donc si je suis dur avec toi, c'est pour ton bien. Du moins, je l'espère. » rajouta-t-il misérablement par-devant lui. « Wolf, chuchota-t-il, veux-tu que Singer recommence à me frapper ?»« Non, Jack. Non. »« Alors tu ferais mieux de sortir dans le couloir avec moi, » poursuivit Jack. « Tu dois te souvenir que ce que tu fais influe beaucoup sur la manière dont Singer et ce type Bast me traitent. Singer m'a déjà frappé à cause de tes pierres. »« On pourrait aussi le frapper, » répliqua Wolf. Bien qu'il parlât doucement à voix basse, ses yeux soudain se rétrécirent, étincelèrent d'orange. Un instant, Jack vit luire les dents blanches de Wolf entre ses lèvres. Non pas comme si Wolf souriait, plutôt comme si ses dents avaient poussé. « Surtout n'y pense pas !» le tensa sévèrement Jack. « Cela ne ferait qu'aggraver les choses. » Les bras de Wolf lâchèrent enfin sa tête. « Jack, je ne sais pas. »« Tu vas essayer ?» le pressa Jack, en jetant un autre coup d'œil inquiet vers la porte. « J'essaierai !» chevrota Wolf. Des larmes brillaient dans ses yeux. Le couloir de l'étage aurait dû resplendir sous les feux de fin d'après-midi, mais non. On eût dit qu'une espèce d'écran obturait les fenêtres à chaque extrémité, de sorte que les pensionnaires puissent regarder dehors, où brillait le soleil réel, sans que la lumière fût pour autant autorisée à entrer. Celle-ci semblait s'évanouir sur les étroits appuis intérieurs de ces hautes croisées victoriennes. Il y avait 40 garçons, devant 20 portes, 10 de chaque côté. Jack et Wolf furent de loin les derniers à apparaître. Mais leur retard passa inaperçu. Singer, Bast et 2 autres comparses avaient trouvé quelqu'un à brimer et ne se souciaient guère de surveillance. Leur victime était un gosse d'une 15aine d'années, avec des lunettes et un torse chétif, qui se tenait pitoyablement au garde à vous.
son pantalon de treillis entassé sur ses godillots noirs. Il ne portait pas de caleçon. « As-tu enfin arrêté ?» demanda Singer. « La ferme !» hurla en dernier un des deux autres qui accompagnaient Singer et Bast. Au lieu des treillis, le quatuor arborait des blue jeans et des pulls à col roulé d'un blanc immaculé. Jack apprit assez tôt que le type qui venait de crier était Warwick. Le gros s'appelait Casey. « Quand nous voudrons que tu parles, nous te le ferons savoir », vociférait à présent Warwick. « Tu continues à te secouer la nouille, Morton ?» Morton tremblait sans rien dire. « Réponds !» cria Casey. C'était un garçon boulot qui ressemblait vaguement à un Tweedledum malveillant. « Non !» chuchota Morton. « Quoi ? Parle plus fort !» s'égosilla Singer. « Non !» gémit Morton. « Si tu peux arrêter une semaine entière, tu récupéreras ton calbar. » conclut Singer avec l'air de celui qui accorde une grande faveur à un sujet peu méritant. « Maintenant, remonte ton pantalon, espèce de petit fumier !» En reniflant, Morton se pencha afin de remonter son pantalon. Les gamins descendirent, prêts pour la confession et le souper. La confession avait lieu dans une grande salle à murs nus, en face de la salle à manger. Il régnait une odeur appétissante de haricots et de hot-dog, et Jack remarqua que les narines de Wolf frémissaient spasmodiquement. Pour la première fois de la journée, ses yeux perdirent leur expression hébétée, et Wolf prit l'air intéressé. Jack appréhendait la confession, plus qu'il ne l'avait avoué à Wolf. Allongé sur sa couchette, les mains derrière la tête, il avait remarqué quelque chose de noir dans un coin du plafond. Une minute ou deux, il s'imagina que c'était une sorte de scarabée mort ou une carapace vide. Il pensait qu'en s'approchant, il verrait peut-être la toile d'araignée où l'insecte s'était trouvé pris. C'était un cafard, d'accord, mais pas du genre organique. Bien plutôt un petit micro à l'ancienne mode, vissé dans le mur avec un piton. Derrière, un cordon serpentait jusqu'à un vilain trou dans le plâtre. Il n'avait été fait aucun véritable effort pour le dissimuler. Cela faisait partie du service, les enfants. Le révérend Gardner écoute mieux. Après la découverte du mouchard, après l'ignoble petite scène avec Morton dans le couloir, il s'était attendu à ce que la confession soit une manifestation fanatique, voire hystérique, diabolique. Quelqu'un, éventuellement Gardner en personne, plus probablement Sonny Singer ou Hector Bast, s'essaierait à lui faire avouer qu'il avait abusé de drogue sur la route, qu'en pleine nuit, toujours sur la route, il s'introduisait par effraction dans les maisons afin de les cambrioler, qu'il crachait sur tous les trottoirs qu'il pouvait trouver sur la route, et qu'il se branlait après une dure journée sur la route. S'il n'avait commis aucun de ces méfaits, de toute façon, il le harcèlerait jusqu'à ce qu'il les reconnaisse. Il tenterait de le briser. Jack pouvait résister à un pareil traitement, mais il n'était pas sûr de Wolf. Mais le plus déconcertant dans cette affaire de confession, c'était le zèle avec lequel l'abordaient les pensionnaires du foyer. L'encadrement maison, les gosses col roulé blanc, s'assirent au premier rang. En regardant autour de lui, Jack vit que les autres fixaient la porte ouverte avec une sorte d'impatience imbécile. Il supposa qu'ils attendaient l'heure du dîner. D'accord, ça sentait sacrément bon, surtout après toutes ces semaines d'hamburgers au petit bonheur la chance, intercalées de grosses portions de rien du tout. Puis le révérend Gardner entra d'un pas vif, et Jack vit les expressions d'expectative se transformer en regards béats. Apparemment ce n'était pas le repas qui les attendait. Morton, le même qui se faisait tout petit dans le couloir d'en haut, avec son pantalon sur les chevilles à peine un quart d'heure avant, paraissait quasi exalté. Les garçons se mirent debout. Wolf resta assis, les narines palpitantes, l'air sidéré et effrayé, jusqu'à ce que Jack l'empoigne par sa chemise et le fasse se lever. « Fais comme eux, Wolf !» marmonna-t-il. « Asseyez-vous, les enfants !» dit Gardner. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Tous s'assirent. Sunlight Gardner portait un jean délavé, surmonté d'une éblouissante chemise en soie blanche à col ouvert. Il les contempla avec un sourire bienveillant. Les gamins lui retournèrent des regards pleins de dévotion pour la plupart. Wolf remarqua qu'un seul individu, cheveux châtains ondulés qui formaient une banane sur son front, menton fuyant, délicate menotte aussi blanche que la faïence de Delphes d'oncle Tommy, se détournait, la main plaquée sur la bouche pour masquer un ricanement, ce qui redonna courage à Jack. Manifestement, ce qui se passait ici n'avait pas tourné la tête à tout le monde, quoique à bon nombre. Cela se retrouvait la tête à l'envers autant qu'on put en juger. Le môme avec les grandes dents de lapin regardait Gardner, éperdu d'adoration. « Prions. Eck, veux-tu commencer ?» Eck s'exécuta. Il priait vite,
et mécaniquement. C'était comme écouter « Compose ta prière » enregistrée par un dyslexique. Après avoir demandé à Dieu de les gratifier dans les jours et les semaines à venir, de leur pardonner leurs offenses et de les aider à devenir meilleurs, Eck Blast psalmodia. « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen », avant de se rasseoir. « Merci, Eck », conclut Gardner. S'étant saisi d'une chaise, il l'avait tournée devant-derrière, et s'était assis à califourchon, à la manière du cow-boy pur et dur dans un western de John Ford. Ce soir, il se montrait sous un meilleur jour. La folie égocentrique, stérile, que Jack avait repérée le matin même, s'était presque estompée. « Écoutons une douzaine de confessions, s'il vous plaît. Pas davantage. Veux-tu nous montrer la voie, Andy ?» Warwick, une ridicule expression de piété sur la figure, prit la place d'Eck. « Merci, révérend Gardner, dit-il, avant de regarder ses congénères. « Confession, reprit-il. Qui commence ?» Il y eut un bruissement de ruches, et puis des mains commencèrent à se lever. 2, 6, 9 en tout. Roy Haudersfeld, appela Warwick. Roy Haudersfeld, un garçon longiligne avec un bouton gros comme une tumeur au bout du nez, se leva en tordant ses mains décharnées devant lui. « J'ai volé 10 sacs dans le porte-monnaie de ma mère l'année dernière !» annonça-t-il d'une voix aiguë, stridente. Une main crasseuse et couverte de croûte grimpa jusqu'à sa figure, se posa sur la pustule et la pinça d'un geste craintif. « Je les ai importés au magicien d'oseille et je les ai changés en pièces de 25 cents. Et j'ai joué à tous ces jeux comme le Pac-Man et le Laser Strike jusqu'à ce qu'il ne me reste rien. C'était l'argent qu'elle avait mis de côté pour la facture de gaz et c'est comme ça qu'ils nous ont coupé le chauffage un bon bout de temps. » Il cligna des yeux à la ronde. « Et mon frère est tombé malade. Et il a fallu qu'il aille à l'hôpital d'Indianapolis pour une pneumonie. Parce que j'avais volé cet argent. Voilà ma confession. » Roy Haudersfeld se rassit. « Roy peut-il être pardonné ?» enchaîna le révérend Gardner. « Roy peut être pardonné » répondirent les garçons à l'unisson. « L'un d'entre nous peut-il lui pardonner, les enfants ? Personne. Qui peut lui pardonner ? Dieu, par l'entremise de son Fils unique, Jésus. Veux-tu prier Jésus d'intercéder en ta faveur ? Demanda Gardner à Roy Haudersfeld. « Sûr que je veux !» s'écria Roy Haudersfeld, d'une voix tremblante et tripotant son bouton. Jack s'aperçut que Roy était en larmes. « Et la prochaine fois que viendra ta maman, vas-tu lui dire que tu reconnais avoir péché contre elle et ton petit frère, et à la face de Dieu, et qu'il n'y a pas de garçon plus repentant ?» « Juré !» Gardner fit un signe de tête à Andy Warwick. « Confession !» cria Warwick. Avant que la confession ne se terminât à 6 heures, presque tout un chacun, à l'exception de Jack et de Wolfe, avait levé la main dans l'espoir de relater quelques péchés à l'assistance. Plusieurs confessèrent de menus larcins. D'autres racontèrent avoir volé de l'alcool et bu jusqu'à en être malades. Bien sûr, il y avait beaucoup d'histoires de drogue. Warwick les apostrophait, mais c'était l'approbation du révérend Gardner qu'il guettait pendant qu'il parlait, et parlait, et parlait. « Il leur fait aimer le péché », pensa Jack mal à l'aise. « Il l'adore, désire son approbation, et je parie qu'ils ne l'obtiennent que s'ils se confessent. Certains de ces pauvres andouilles inventent même probablement leurs crimes. » Les effluves en provenance du réfectoire devenaient de plus en plus puissants. L'estomac de Wolfe ne cessait de gargouiller à côté de Jack. Une fois, tandis qu'un gamin pleurnichard avouait avoir accroché au mur un exemplaire de Penthouse, de sorte à pouvoir regarder des photos cochonnes de femmes au sexe salaire, comme il disait, l'estomac de Wolfe fit tant de bruit que Jack lui donna un coup de coude. Passé la dernière confession de la soirée, Gardner récita une prière courte et harmonieuse. Ensuite il se posta à l'entrée, simple et pourtant resplendissant dans son jean et sa chemise de soie blanche, pendant que les garçons sortaient à la queue leu-leu. Au moment où passaient Jack et Wolfe, il emprisonna le poignet de Jack dans l'une de ses mains. « Je t'ai déjà rencontré. Confesse-toi !» ordonnaient les yeux du révérend Gardner. Et Jack ressentit l'envie d'obéir. « Que oui, nous nous connaissons. Tu m'as fouetté le dos jusqu'au sang. »« Non, » répliqua-t-il. « Oh si !» s'entêta Gardner. « Oh si !»« Je t'ai déjà rencontré. En Californie ? Dans le Maine ? L'Oklahoma ? Où ? Confesse-toi !»« Je ne vous connais pas, » dit Jack. Gardner gloussa.
À l'intérieur de sa tête, Jack en était sûr, Gardner dansait la gigue et faisait claquer son fouet. « C'est ce qu'a répondu Pierre quand on lui a demandé s'il connaissait Jésus, » dit le révérend. « Mais Pierre a menti. Comme toi, à mon avis. Était-ce au Texas, Jack? À El Paso? Était-ce à Jérusalem au cours d'une autre vie? Sur le Golgotha, le lieu du calvaire? Je vous dis, oui, je sais. Nous venons de faire connaissance. » Nouveau gloussement. Wolfe, à ce que vit Jack, s'était écarté du révérend autant que le lui permettait la largeur de la porte, à cause de l'odeur écœurante, entêtante de son eau de Cologne. En dessous, les relents de la folie. « Je n'oublie jamais une tête, Jack. Je n'oublie jamais une tête ni un lieu. Je me rappellerai où nous nous sommes rencontrés. » Ses yeux voltigèrent de Jack à Wolfe, qui gémit légèrement en reculant, puis se reposèrent sur Jack. « Bon appétit, Jack, » dit-il. « Bon appétit, Wolfe. Votre vraie vie au foyer du soleil commence demain. » À mi-escalier, il se retourna pour un dernier regard. « Je n'oublie jamais un lieu ni une tête, Jack. Je me rappellerai. » « Seigneur, j'espère que non, » pensa Jack, froidement. « Pas avant que je ne sois au moins à 3000 kilomètres de cette foutue prix. » Quelque chose le heurta avec violence. Jack valdingua dans le hall, agitant frénétiquement les bras pour récupérer son équilibre. Il se cogna le crâne sur le sol en béton et vit une belle pluie d'étoiles. Lorsqu'il retrouva la position assise, il aperçut Singer et Bast plantés l'un à côté de l'autre, en train de ricaner. Derrière eux se tenait Casey, son pull blanc distendu par son gros ventre. Wolfe fixait Singer et Bast, et la tension dans son attitude alerta Jack. « Non, Wolfe !» cria-t-il sévèrement. Wolfe se relâcha. « Non, vas-y, idiot !» lança Egg-Bast avec un petit rire. « Ne l'écoute pas, essaye avec moi si tu veux. Un peu d'échauffement ne me déplaît jamais avant dîner. »« Laisse l'idiot tranquille, Egg !» trancha son comparse en jetant un coup d'œil à Wolfe. « Il n'est que le corps. » Singer fit un signe de tête vers Jack. « Voici le cerveau. Voici le cerveau qu'on doit laver. » Il baissa les yeux sur lui, les mains sur les genoux, tel un adulte qui se penche pour échanger un ou deux mots gentils avec un tout petit. « Et on te le lavera. Monsieur Jack Parker, tu peux me croire. »« Tire-toi, espèce de sale brute !» lança Jack exprès. Singer recula comme si on l'avait giflé, une rougeur montant depuis le col pour lui envahir le cou et le visage. Avec un grognement, Egg-Bast s'avança d'un pas. Singer agrippa Bast par le bras. « Pas maintenant, plus tard !» dit-il sans quitter Jack du regard. Jack se remit debout. « Vous avez intérêt à faire attention !» les menaça-t-il tous les deux à voix basse, et si Hector Bast faisait toujours front, Sonny Singer eut l'air presque effrayé. Un instant, il lui sembla lire sur la physionomie de Jack Sawyer quelque chose d'à la fois fort et combatif. Quelque chose qui n'y était pas 2 mois auparavant, quand un garçon beaucoup plus jeune avait laissé derrière lui la petite station balnéaire d'Arcadia Beach et s'était mis en marche vers l'ouest. Jack se dit qu'oncle Tommy aurait, sans méchanceté, qualifié le dîner d'échantillon culinaire de la Fédération agricole américaine. Assis autour de longues tables, les gamins étaient servis par 4 d'entre eux, qui avaient revêtu un uniforme blanc immaculé après la période du confessionnal. Encore une prière et le ravitaillement arriva. D'énormes saladiers en verre remplis de haricots frais circulèrent d'un bout à l'autre des 4 tables, ainsi que des plats fumants de saucisses rouges bon marché, des compotiers de tranches d'ananas en boîte, du lait à profusion dans des cartons d'emballage marqués « Denrées hors commerce et coopérative laitière de l'État d'Indiana ». Wolfe s'empiffrait avec une concentration maussade, la tête basse, un quignon de pain toujours à la main qui lui servait à la fois à pousser et à essuyer. Sous les yeux de Jack, il engloutit 5 saucisses et 3 rations de haricots durs comme du bois. Pensant à leur minuscule chambre sans aération, Jack se demanda s'il allait avoir besoin d'un masque à gaz cette nuit. Il présuma que oui, non qu'il fût probable qu'on lui en octroyât un. L'air catastrophé, il regarda Wolfe se verser une 4e platée de haricots. Après dîner, tous se levèrent, se mirent en rang et débarrassèrent les tables. Tandis qu'ils emportaient à la cuisine leur gamelle, une miche de pain amochée par Wolfe et 2 briques de lait, Jack gardait les yeux bien ouverts. Les simples inscriptions sur les cartons à lait lui avaient donné une idée. Cet endroit n'était pas une prison, ni une maison de correction.
Sans doute était-il classé comme une sorte d'internat, et la loi devait exiger que des inspecteurs d'État gardent un œil dessus. La cuisine constituait un local susceptible d'attirer l'œil sur l'État d'Indiana. Des barreaux aux fenêtres d'en haut, d'accord. Des barreaux aux fenêtres de la cuisine ? Jack n'y croyait pas. Ceci susciterait trop de questions. La cuisine pouvait représenter un bon point de départ pour une tentative d'évasion. Aussi, Jack l'étudia soigneusement. Elle ressemblait un peu à la cafétéria de son collège de Californie. Le sol et les murs étaient carrelés, les immenses éviers et les plans de travail en acier inoxydable. Les placards avaient à peu près les dimensions de silos à légumes. Un vieux lave-vaisselle à tapis roulant occupait un mur. 3 mômes manipulaient déjà cette vénérable antiquité sous la supervision du chef en habit blanc. L'homme était malingre, pâle et doté d'un petit visage chafouin. Une cigarette sans filtre était collée à sa lèvre supérieure, et cela suffit à Jack pour reconnaître en lui un allié éventuel. Il doutait que le révérend Gardner permît à ses ouailles de fumer des cigarettes. Sur le mur, il aperçut un certificat sous verre qui proclamait que cette cuisine collective avait été jugée conforme aux normes fixées par l'État d'Indiana et le gouvernement des États-Unis. Et non, il n'y avait pas de barreaux sur les vitres en verre dépoli. Le type chafouin jeta un regard à Jack, détacha le mégot de sa lèvre et l'expédia dans un des éviers. « Des bleus, toi et ton copain, hein ?» questionna-t-il. « Eh bien, vous deviendrez assez tôt des anciens. Les jeunes vieillissent très vite ici, au foyer du soleil. N'est-ce pas, Sonny ?» Il sourit avec insolence à l'intention de Sonny Singer. Il était absolument évident que celui-ci ne savait pas comment répondre à un tel sourire. Il paraissait gêné et indécis, rien qu'un gosse encore. « Tu sais que t'es pas censé parler aux pensionnaires, Rudolph, se défendit-il. « Tu peux te le foutre au cul si tu trouves pas de pute pour t'envoyer en l'air, mon pote, rétorqua Rudolph en dévisageant Singer paresseusement. Tu sais ça, non ?» Singer lui rendit son regard, les lèvres d'abord tremblantes, puis grimaçantes, enfin affreusement pincées. Soudain, il pivota sur place. « Au fils du soir !» hurla-t-il avec rage. « Au fils du soir, dépêchons ! Allons, débarrassez les tables et retournez dans le hall. Nous sommes en retard. Au fils du soir !» Les garçons descendirent en masse un étroit escalier éclairé par des ampoules nues, recouvertes de grillages. Les murs en plâtre étaient humides, et Jack n'aimait pas la manière dont Wolfe roulait ses globes oculaires. Après cela, la crypte constituait une surprise. La majeure partie du sous-sol, qui était considérable, avait été transformée en une chapelle moderne d'un seul tenant. L'air ici en bas était agréable, ni trop chaud ni trop froid, et sain. Jack entendait le froufroutement de la climatisation à proximité. Il y avait 5 bancs séparés par une allée centrale conduisant à une estrade, avec un lutrin et une simple croix en bois pendus sur une tenture en velours violet. Quelque part, on jouait de l'orgue. Les adolescents se glissèrent en silence entre les bancs. Le micro du lutrin présentait à son bout une enceinte de qualité professionnelle. Grâce à sa mère, Jack avait fréquenté pas mal de studios d'enregistrement, assis sagement dans un coin en train de lire ou de faire ses devoirs, pendant qu'elle faisait des doublages pour la télé ou bouclait quelques dialogues fumeux. Il savait fort bien que ce type de protection servait à empêcher l'artiste d'avaler le micro. Il trouvait étrange d'en voir un dans la chapelle d'un internat religieux pour pupilles de l'État. 2 caméras vidéo flanquaient le lutrin, l'une pour prendre le profil droit du révérend Gardner, la deuxième réservée au gauche. Aucune ne fonctionnait ce soir. Il y avait de lourdes tapisseries violettes sur les murs. À droite, elles étaient uniformes. Toutefois, une vitre rectangulaire s'encastrait dans le mur gauche. Jack apercevait Casey penché au-dessus d'une console hyper sophistiquée. Un magnétophone à bobine à portée de sa main droite. Sous les yeux de Jack, Casey décrocha une paire d'écouteurs de la console et se les glissa sur les oreilles. En levant la tête, Jack vit des poutres de bois s'élever en une série de 6 modestes arcs. Entre ceux-ci était fixé un panneau de stuc blanc, insonorisé. Tout en gardant l'apparence d'une chapelle, l'endroit constituait un studio de radio et de télé mixte extrêmement perfectionné. Brusquement, Jack pensa à Jimmy Swaggart, Rex Humbard, Jake Van Imp. « Mes amis, posez seulement la main sur votre téléviseur et vous serez guéris !» Il eut soudain envie de hurler de rire. Une petite porte s'ouvrit à gauche du podium et le révérend Gardner fit irruption. Il était vêtu de blanc de la tête aux pieds, et Jack nota sur les figures de nombreux gamins une gamme d'expressions allant de l'exaltation à la franche adoration. Mais Jack dut encore se faire violence pour ne pas s'exclaffer. L'apparition en blanc qui approchait du lutrin
lui rappelait une série de spots publicitaires qu'il avait vus étant très jeune. Il trouva que le révérend Gardner ressemblait à Monsieur Propre. « Qu'y a-t-il, Jack ? Tu embaumes comme si quelque chose était vraiment drôle », chuchota Wolfe d'une voix rauque en se tournant vers lui. Jack pouffa si fort dans la main qu'il pressait sur sa bouche qu'un peu de morve incolore coula entre ses doigts. Le visage rayonnant de bonne santé, Sunlight Gardner tournait les pages de l'énorme Bible posée sur le lutrin, apparemment perdu dans une méditation sans fond. Jack distinguait le sinistre paysage de terre brûlée offert par la figure d'Ekbast, ainsi que la physionomie menue et suspicieuse de Sonny Singer, ce qui le dégrisa sur le champ. Trônant dans sa cage de verre, Casey surveillait attentivement Gardner, et lorsque ce dernier leva sa noble tête de la Bible pour river ses yeux brumeux, rêveurs et profondément déments sur son auditoire, Casey appuya sur un commutateur. Les bobines du gros magnétophone se mirent à tourner. « Ne t'irrite pas contre les méchants !» entonnait le révérend Gardner. Sa voix était grave, mélodieuse et méditative. « Ne porte pas envie à ceux qui font le mal, car ils seront fauchés soudain comme l'herbe. Ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite les territoires. » Jack Sawyer sentit son cœur faire un vilain bond dans sa poitrine. « Et te repaie de vérité, et prends ton plaisir en l'Éternel. Et il t'accordera ce que ton cœur demande. Remets à l'Éternel le soin de ton sort, et te confie en lui, et il agira. Réprime la colère, et laisse là l'emportement. Ne t'irrite pas, car ce serait mal, et ceux qui font le mal seront retranchés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le territoire. » Gardner referma le livre saint. « Que Dieu joigne sa bénédiction à la lecture de son verbe sacré, » conclut-il. Il contempla ses mains un long moment. Dans le box vitré de Casey, les bandes du magnétophone tournaient toujours. Puis il releva les yeux, et mentalement, Jack entendit tout à coup cet homme crier « Pas de la Kingsland ! Tu veux dire que tu as renversé de la Kingsland, minable verge de bouc ? C'est bien ça que tu es en train de me raconter ? C'est bien ça ?» Le révérend Gardner scruta sérieusement sa jeune assistance masculine. Tous les visages étaient tendus vers lui, visages ronds, maigres, meurtris, visages flamboyants d'acné, visages à l'expression sournoise, et d'autres qui étaient ouverts, juvéniles et charmants. « Qu'est-ce que cela signifie, les garçons ? Comprenez-vous le psaume 37 ? Comprenez-vous ce beau, très beau chant ? » Non, disaient leurs visages, ouverts ou sournois, doux et transparents, grêlés et vérolés. Pas trop, je n'ai pas dépassé l'école primaire, j'ai fait la route, zoné, eu des problèmes. Dites-moi. Cela signifie « Ne te fais pas suer !» hurla soudainement, affreusement Gardner dans son micro. Wolfe se recroquevilla, avec un petit gémissement. « Maintenant vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Vous avez entendu, les garçons, non ? » « Yeah !» brailla quelqu'un dans le dos de Jack. « Oh yeah !» fit écho Gardner, rayonnant. « Ne te fais pas suer. Transpiration négative. Ce sont de belles paroles. N'est-ce pas, les garçons ? Voilà un exemple de belles paroles. Oh yeah !»« Yeah ! Yeah !» Ce psaume dit que vous n'avez pas à vous soucier des méchants. Pas de suer. Oh yeah ! Il dit que vous n'avez pas à vous soucier des faiseurs de péché et d'iniquité. Transpiration négative. Ce psaume dit que si vous marchez et parlez avec le Seigneur, tout va bien se passer. Vous comprenez ça, les garçons ? Tendez-vous une oreille compréhensive ? Yeah ! Alléluia ! Cria Ekbast, souriant aux anges. Amen ! Rajouta un gamin aux grands yeux indolents, derrière ses verres grossissants. Gardner s'empara du micro avec une aisance étudiée, et Jack se remémora un artiste de cabaret à Las Vegas. Le révérend se mit à avancer et à reculer sur un tempo affecté, nerveux.
Parfois, il effectuait un petit pas de gigue avec ses chaussures de cuir blanc immaculé. Tantôt, il était Dizzy Gillespie, tantôt Jerry Lee Lewis, tantôt Stan Kenton, tantôt Gene Vinent. Il se laissait aller au swing fiévreux du témoignage de Dieu. « Non, vous n'avez rien à craindre, ah non. Vous n'avez rien à craindre du gosse qui veut vous montrer des images cochonnes. Vous n'avez rien à craindre du gars qui prétend qu'une seule taffe sur un seul joint ne peut pas faire de mal et que vous n'êtes qu'une tente si vous ne la tirez pas. Ah non, parce que quand vous connaissez le Seigneur, vous allez marcher avec le Seigneur. N'ai-je pas raison? Yeah! Oh yeah! Et quand vous connaissez le Seigneur, vous allez parler avec le Seigneur. N'ai-je pas raison? Yeah! Je ne vous entends pas. N'ai-je pas raison? Yeah! Ils s'égosillaient, nombre d'entre eux se balançant désormais frénétiquement d'avant en arrière. Si j'ai raison, dites Alléluia! Alléluia! Si j'ai raison, dites Oh yeah! Oh yeah! Tous se balançaient d'avant en arrière, impuissants. Jack et Wolfe suivaient le mouvement. Jack remarqua que certains gosses pleuraient réellement. « Maintenant, dites-moi, » reprit Gardner en les regardant d'un air chaleureux, confidentiel. « Y a-t-il place pour le méchant, ici, au foyer du soleil? Hein? Qu'en pensez-vous » ? « Non, monsieur » s'écria le garçon dégingandé aux dents de lapin. « C'est juste » approuva Gardner en regagnant la chair. D'un geste rapide, professionnel, il secoua le micro afin de dégager le fil de ses pieds et le reposa sur son support. « À la bonne heure! À bas les esprits cancaniers et les faiseurs d'iniquité! Dites Alléluia! Alléluia! Répétèrent les gosses. Amen! Acquiesça le révérend. Le Seigneur dit, dans le livre d'Isaïe, il le dit, que si vous vous en remettez au Seigneur, vous vous élèverez, oh yeah, avec des ailes comme les aigles, et que votre force sera décuplée. Et je vous affirme, les garçons, que le foyer du soleil est un nid d'aigle. Pouvez-vous dire oh yeah? Oh yeah! Il y eut un autre break. Le révérend Gardner agrippa les bords du lutrin, la tête inclinée comme en prière, ses beaux cheveux blancs retombant en ondulations régulières. Quand il reprit la parole, sa voix était grave et songeuse. Il ne leva pas les yeux. Les garçons écoutaient en retenant leur souffle. « Mais nous avons des ennemis » énonça enfin Gardner. Ce n'était qu'un murmure, mais le micro le capta et le retransmit parfaitement. Les garçons soupirèrent, le bruissement du vent à travers les feuilles d'automne. Ekbast regardait férocement à la ronde, roulant des yeux, ses boutons si enflammés qu'il avait l'air de quelqu'un atteint d'une maladie tropicale. « Montre-moi un ennemi !» clamait la figure d'Ekbast. « Ouais, vas-y, montre-moi un ennemi et vois un peu ce qui va lui arriver !» Gardner releva la tête. Ses yeux apparurent alors pleins de larmes. « Oui, nous avons des ennemis, » répéta-t-il. « 2 fois déjà, l'État d'Indiana a tenté de me fermer. Vous savez quoi? Les humanistes de gauche ne supportent même pas la pensée que je sois ici, au foyer du soleil, pour enseigner à mes garçons l'amour de Jésus et de leur pays. Ça les rend fous. Et voulez-vous savoir une chose, les garçons? Voulez-vous savoir un obscur vieux secret ?» Ils se penchèrent en avant, les yeux rivés sur le révérend. « Nous ne les rendons pas seulement fous, » expliqua Gardner en un chuchotement rauque de conspirateur. « Nous leur faisons peur. »« Alléluia! Oh yeah! Amen !» En un éclair, le révérend Gardner empoigna à nouveau le micro, et le voilà reparti. De haut en bas, d'avant en arrière. Parfois, il exécutait un 2 temps aussi carré qu'un chanteur dans un cakewalk de 1910. Il scandait ces mots, brandissant le bras d'abord vers l'assistance, puis en direction du ciel, là où Dieu avait vraisemblablement tiré son fauteuil pour écouter. « Nous leur faisons peur, oh yeah! Si peur qu'ils doivent prendre un autre verre, un autre joint ou une autre ligne de cocaïne. Nous leur faisons peur parce que même des humanistes de gauche, aussi malins qu'eux, négateurs de Dieu, adversaires de Jésus, peuvent flairer la vertu et l'amour de Dieu. Et lorsqu'ils flairent cela, ils peuvent flairer le soufre qui émane de leur pores. Et ils n'aiment pas cette odeur, que non. Alors ils dépêchèrent 1 ou 2 inspecteurs supplémentaires pour fourrer des ordures sous les comptoirs de cuisine.
ou lâcher des charançons dans la farine. Ils lancent un paquet de viles rumeurs sur la façon dont mes gosses sont battus. Êtes-vous battus ? Non ! Rugirent-ils avec indignation, et Jack fut éberlué de voir Morton rugir aussi farouchement que tous les autres, alors qu'une ecchymose commençait déjà à se former sur sa joue. Alors, ils ont envoyé une bande de malins petits reporters d'un quelconque journal télévisé de gauche, s'écria Gardner avec une espèce d'étonnement écœuré. À peine arrivés ici, ils ont dit « Ok, qui sommes-nous censés passer à la moulinette ? Nous l'avons déjà fait 100 fois, nous sommes maîtres dans l'art de souiller la vertu. Ne vous inquiétez pas pour nous, donnez-nous seulement quelques joints ou quelques verres et indiquez-nous la bonne direction. » « Mais nous les avons eus, n'est-ce pas, les garçons ?» Grondement d'assentiment presque hargneux. « Ils n'ont trouvé personne enchaîné aux poutres de la grange, n'est-ce pas ? Ni aucun pensionnaire prisonnier d'une camisole de force, comme il l'avait entendu dire en ville par ces maudits chacals du bureau de l'éducation, n'est-ce pas ? Ni aucun garçon aux ongles arrachés ou au crâne rasé, rien de tel. Tout ce qu'ils ont pu trouver, c'était quelques garçons qui disaient avoir reçu la fessée. Et ils l'avaient vraiment reçue. Oh yeah, on leur a donné la fessée. Et sur cette affaire, je témoignerai en personne devant le trône de Dieu Tout-Puissant, un détecteur de mensonges accroché à chaque bras, parce que le livre saint affirme « Qui aime bien châtie bien ». Et si vous le croyez, les garçons, dites « Alléluia ». Alléluia ! Même le bureau de l'éducation de l'Indiana, alors qu'ils aimeraient se débarrasser de moi et laisser le champ libre aux démons, même eux ont dû admettre qu'en ce qui concerne la fessée, la loi de Dieu et celle de l'État d'Indiana s'entendent en gros sur les termes « Qui aime bien, châtie bien ». Ils ont trouvé des gosses heureux, en bonne santé. Ils ont trouvé des gosses qui voulaient marcher avec le Seigneur et parler avec le Seigneur. Oh, pouvez-vous dire « Alléluia » ? Ils le pouvaient. Pouvez-vous dire « Oh yeah » ? Ils le pouvaient aussi. Le révérend Gardner retourna à son lutrin. « Le Seigneur protège ceux qui l'aiment. Et le Seigneur n'accepte pas de voir qu'une bande de gauchistes, drogués à la solde des communistes, détruisent ce havre de paix pour enfants paumés, fatigués. Il y a quelques gamins qui ont raconté des cancans à ces prétendus journalistes, poursuivit Gardner. J'ai entendu répéter ces mensonges aux informations télévisées. Et bien que ceux qui remuaient cette boue fussent trop lâches pour montrer leur visage à l'écran, je reconnaissais, oh yeah, je reconnaissais leur voix. Quand on a élevé un enfant, quand on a tendrement tenu sa tête contre son sein lorsqu'il appelait sa maman la nuit, alors je pense qu'on connaît sa voix. Ces garçons ont disparu à présent. Dieu puisse leur pardonner. Je l'espère, oh yeah. Mais le révérend Gardner n'est qu'un homme. Il inclina la tête, soulignant ainsi le caractère honteux de cet aveu. Mais lorsqu'il la redressa, ses yeux étaient encore fiévreux, brillants de colère. Le révérend Gardner ne peut pas leur pardonner. Aussi, le révérend les renvoie-t-il sur la route. Ils ont été expédiés dans les territoires. Mais là-bas, ils n'auront rien à manger. Là-bas, même les arbres peuvent les dévorer, comme des bêtes qui rôdent la nuit. Silence horrifié dans la salle. Derrière sa vitre, même Kazay paraissait pâle et étrange. Le livre saint raconte que Dieu envoya Caïn à l'est d'Éden, sur la terre de Nod. Être jeté sur la route est pareil, mes enfants. Vous êtes en lieu sûr ici. Il les passa en revue. Mais si vous faiblissez, si vous mentez, alors malheur à vous. L'enfer guette le récidiviste, tout comme il guette le garçon ou l'homme qui plonge exprès dedans. Souvenez-vous-en, mes enfants. Souvenez-vous-en. Prions.